Eh bien, écoutez, mesdames, messieurs, chers amis, bonsoir. Je vous remercie d'être venus si nombreux. Et nous allons parler donc ce soir de Désiré Clary, qui est un personnage très attachant sur lequel je me suis penché, notamment pour mon livre sur Stendhal, Stendhal à Marseille, puisque effectivement dans ce livre j'ai un chapitre qui est consacré à Désiré Clary, dont on peut voir notamment un portrait, mais qui est un portrait présumé qui se trouve au musée des Beaux-Arts de Marseille. Il y a finalement très peu de portraits de Désiré Clary. L'histoire que je vais vous raconter, mesdames, messieurs, ressemble à bien des égards à un conte de fées. Dans les contes de fées, vous le savez, les bergers, les bergères épousent les princes charmants et deviennent princesses. Désiré Clary n'était pas une bergère. Elle était née dans une famille de la bonne bourgeoisie marseillaise, mais rien ne l'a prédisposée à connaître un fabuleux destin et à devenir reine de Suède. Cela se fit à la suite de circonstances et d'événements politiques dont je vais vous parler, mais surtout de par la volonté d'un seul homme à l'énergie exceptionnelle qui renversa les trônes et fit des rois au service de ses ambitions, et ceci dans toute l'Europe. Un homme qui fut et qui reste aujourd'hui très décrié, mais n'est pas moins l'un des plus grands héros de notre histoire de France. Cet homme, vous l'avez deviné, c'est Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte, que je vous propose de retrouver tout de suite sur la mer Méditerranée en furie face aux côtes françaises au mois de mars 1815. Ce 1er mars 1815, en fin de matinée, de retour de l'île d'Elbe, après une année d'exil, Napoléon Bonaparte, très ému et enthousiaste, regarde se dessiner à l'horizon les côtes de France. Il revêt alors la cocarde tricolore et fait hisser les 3 couleurs. Peu de temps après, sa petite flottille débarque à Golfe-Juan. « Cambronne, dit-il en débarquant, je vous confie l'avant-garde de ma plus belle campagne. Vous ne tirerez pas un seul coup de fusil. Songez que je veux reprendre ma couronne sans verser une seule goutte de sang. » Avec le concours du peuple et de l'armée, l'empereur humilié, qui avait été contraint d'abdiquer alors que la France connaissait les souffrances de l'invasion, aspirait à cette restauration pacifique qui seule pouvait légitimer son entreprise audacieuse, la reconquête du pouvoir, en jouant sur son charisme et sa popularité qu'il pensait toujours aussi grandes. Par hasard, il croisa, non loin d'Antibes, le duc de Valentinois, prince de Monaco, avec lequel il engagea la conversation. « Venez-vous avec nous, Monaco ?» demanda l'empereur en riant. « Mais non, sire, je vais chez moi. »« Et moi aussi, » reprit Napoléon. Mais l'aventure s'avéra plus périlleuse qu'il ne l'aurait pensé. En fait, les premières populations, souvent curieuses, se montraient hésitantes. Il avait pensé se rendre en Provence et s'arrêter à Marseille, mais on l'en dissuada. L'hostilité des Marseillais et des Provençaux en général était avérée, et le plus sage était pour lui de gagner au plus vite Grenoble, où se trouvait une population plus bienveillante à son égard et une garnison entièrement acquise à sa cause. Le moins que l'on puisse dire, en effet, est que la cité phocéenne n'avait jamais vraiment porté Napoléon dans son cœur, lui reprochant surtout ses ivresses de grandeur et de gloire, et il n'aurait sans doute pas été le bienvenu à Marseille. Le fidèle préfet, Antoine Thibaudeau,
qui le servira avec un zèle remarquable jusqu'à la fin, avait démissionné de toutes ses fonctions en avril 1814 lors de la première Restauration et, barre de fer, comme le surnommaient les Marseillais, avait dû fuir la ville sous un déguisement pour échapper aux royalistes. Lors du retour de l'île d'Elbe de son mentor, il ira jusqu'à appeler de ses vœux une dictature de salut public, et il attendait Napoléon non plus comme empereur, comme il l'écrira plus tard dans ses mémoires, mais comme le bras vengeur de la France révolutionnée, exerçant une dictature jusqu'à ce que la nation, ayant reconquis son indépendance par les armes et les négociations, constitua son gouvernement. Voilà de quoi faire dresser sur leur tête les cheveux des Marseillais. Thibaudeau était à ce moment-là l'un des rares inconditionnels de Napoléon et restait persuadé qu'il n'avait commis aucune faute. Même Stendhal, fidèle parmi les fidèles de l'empereur, reconnaissait alors les erreurs de son grand homme, et jamais d'ailleurs il ne sera dithyrambique avec lui. Dans ses mémoires sur Napoléon, qu'il écrivit en 1837, 16 ans après la mort de l'empereur, c'est d'ailleurs un portrait contrasté qu'il tracera de Napoléon. Stendhal y soulignait ses grandes réalisations aussi bien que ses erreurs. Mais si le grand romancier, auteur du Rouge et le Noir et de la Chartreuse de Parme, n'approuvait pas tout ce que faisait Napoléon, en revanche, il le suivit toujours sans hésiter, notamment dans ses défis lancés à tous les souverains d'Europe. En octobre 1805, une lettre qu'il adressa à sa sœur Pauline témoigne de son adhésion à la politique de conquête de l'empereur. Cette guerre va augmenter notre bonheur et faire celui de l'Europe en répandant nos lumières à Naples et dans l'Allemagne et la Hollande et bientôt dans l'Espagne et le Portugal. À Marseille, on était d'un avis bien différent, car la guerre était pour la cité phocéenne un obstacle majeur à la reprise des activités après les tourmentes révolutionnaires et, de surcroît, les dépenses considérables qu'elle a engendrées conduisaient le régime à augmenter lourdement les taxes. Sous le Premier Empire, Marseille se retrouvera toujours en première ligne de la contestation car elle était gravement touchée par la crise économique. Le blocus exercé par la marine britannique, gênait par ailleurs l'approvisionnement de la région et asphyxiait le commerce français en Méditerranée. D'anciennes activités marseillaises, comme la fabrication des indiennes, liées au commerce avec le Levant, périclitent alors et disparaissent en raison de la rareté des denrées coloniales. L'économie locale s'effondre et le chômage explose, provoquant la colère des Marseillais. Les tensions sociales s'exacerbent et la pauvreté touche les plus faibles. Éradiquée depuis des décennies, la mendicité fait brusquement sa réapparition dans les rues de la cité phocéenne. On peut comprendre, dans ce contexte, l'animosité des Marseillais envers Napoléon, même si celui-ci tenta, dans le même temps, de soutenir les industries, de développer les activités anciennes, comme la savonnerie, et d'en créer de nouvelles. À la fin de 1810, le régime impérial crée par exemple la manufacture des tabacs, qui embauchera massivement du personnel féminin et s'implantera durablement dans notre ville. Mais ces efforts indéniables ne parviendront jamais à compenser les pertes d'emplois dues à l'arrêt du trafic portuaire. Et Napoléon refusera toujours de rétablir la franchise du port supprimée par la Révolution sous prétexte que les Marseillais ne peuvent être à la fois étrangers et français. Enfin, cerise sur le gâteau, Napoléon favorisa avec ostentation notre vieille rivale Aix-en-Provence. C'est sans doute pour toutes ces raisons que les Marseillais ne portaient pas le petit Corse dans leur cœur. Et cela se traduisait par une quasi-indifférence de leur part lorsqu'on baptisait par exemple une rue évoquant ses conquêtes ou ses victoires, comme la rue de Marengo, la rue des Héros, de Lodi ou de la Grande Armée.
de son côté, Napoléon confiera à Portalis en 1809 « Je n'aime pas Marseille ». Voilà qui avait l'avantage d'être clair. Stendhal lui-même prendra peu à peu conscience des conséquences néfastes des guerres napoléoniennes, même si elles furent longtemps victorieuses, comme il réalisera peu à peu que son grand homme agissait de plus en plus en despote. On imagine donc l'inquiétude et le mécontentement des Marseillais lorsqu'ils apprirent le retour de Napoléon de l'île d'Elbe. Et pourtant, tout avait bien commencé entre Napoléon et Marseille. Quittant son île natale, âgé de 9 ans, il avait débarqué la toute première fois à Marseille, débordant d'enthousiasme, en décembre 1778, avec son frère Joseph, d'1 an et demi son aîné, et leur père, Charles Bonaparte, nouvellement élu député de la Corse et qui devait être présenté au roi à Versailles. Marseille, dans l'esprit de l'enfant, c'était la ville la plus belle et la plus grande du monde. Charles Bonaparte avait emmené ses 2 fils sur le continent pour leur faire poursuivre leurs études. L'aîné se préparait à l'état ecclésiastique et le cadet apprendrait un peu de français afin d'obtenir une bourse pour entrer dans une école militaire. Bonaparte et Joseph n'eurent cependant guère le temps de découvrir la cité phocéenne. Le 1er janvier, ils entraient au collège d'Autun, dirigé par des prêtres séculiers, et 3 mois plus tard, Napoléon était admis au collège de Brienne, tandis que son frère poursuivait ses études, qui furent d'ailleurs assez brillantes. 8 ans plus tard, Napoléon, lieutenant d'artillerie, vint en congé en Corse, où il retrouva Joseph, devenu chef de famille depuis la mort récente de leur père. Les 2 frères se lièrent intimement à Pascal Paoli, futur héros de l'indépendance corse. Grâce à lui, Joseph sera nommé adjoint de la municipalité d'Ajaccio. Mais en 1793, Paoli prenant parti contre la Révolution, les Bonaparte durent quitter précipitamment l'île, embarqués en toute hâte à Calvi. Ils arrivèrent le 13 juin à Marseille, à ce moment-là en pleine anarchie. La cité phocéenne, pourtant acquise, semblait-il, à la République depuis l'épopée des fédérés, galvanisée par l'avocat marseillais Charles Barbaroux en juillet et août 1792, s'était révoltée contre l'exercice du pouvoir sans partage du comité central de 12 membres qui s'était formé avec à sa tête Jean-Marie Izoard, porte-parole des révolutionnaires les plus intransigeants et qui s'illustrait par ses excès et ses attaques contre les riches notamment. Dès avril, on dénonça à Marseille la tyrannie des Jacobins et on s'opposa à la dictature des comités parisiens. Il n'y eut pas à proprement parler de mouvement contre-révolutionnaire, mais il est indéniable que cette révolte fédéraliste se traduisit par un glissement à droite et même à une alliance avec le courant royaliste qui avait fait sa réapparition dans la cité. La répression fut impitoyable envers Marseille, qui avait pourtant été jusque-là le fer de lance de la Révolution. Durant tout l'été, on se mit à pendre à la lanterne, sur simple dénonciation, des gens innocents, qui n'étaient même pas aristocrates, des gens du petit peuple, boutiquiers, pêcheurs, prêtres. C'est donc dans ce climat de guerre civile que les Bonaparte arrivèrent à Marseille dans le plus complet dénuement. Et c'est sans doute à ce moment-là que Napoléon, comme son frère, ardemment républicain et très attaché à la Convention malgré ses excès, commença à considérer les Marseillais comme des gens frondeurs et impulsifs dont il fallait se méfier. Après Marseille, les Bonaparte se rendirent à Toulon et Joseph partit à Paris pour solliciter des secours pour sa famille en qualité d'exilés réfugiés en France. Au fil des semaines, leur situation s'améliore peu à peu. Maman Laetitia respire. Après tant de tourments, Napoléon, sur sa solde, parvient à présent à faire vivre sa famille. Dans le même temps, son frère Lucien, décoré du nom de Brutus,
devient président du comité révolutionnaire à Saint-Maximin, devenu Marathon, et fait, à sa guise, emprisonner comme suspects les bourgeois, des gens que j'aurais rougi d'approcher, avouera-t-il plus tard, des galériens, des voleurs, étaient devenus mes camarades. Sur la côte, il est appelé le Petit Robespierre. Un autre de ses frères, Louis, est nommé sous-lieutenant de l'état-major. Quant à Joseph, il revient à Marseille en 1794, où il avait noué des relations avec la famille d'un riche fabricant et marchand de soie et de savon, François Clary, installé au 70 rue de Rome. Également armateur, François Clary représentait sans doute l'une des plus grosses fortunes de Marseille au moment où survint la Révolution. Il avait été deuxième échevin de la ville en 1764 et c'était une personnalité marquante de la Chambre de commerce. Il avait deux filles, Marie-Julie, l'aînée, et Bernardine Eugénie Désirée, née à Marseille en novembre 1777, qui connaîtra le plus fabuleux des destins. La petite Eugénie Désirée fut dans un premier temps courtisée avec ardeur par Joseph, qui reporta finalement son attention sur Julie. Marguillier de sa paroisse, l'église Saint-Féréol des Augustins, située au cœur de la ville, François Cléry vécut difficilement la période révolutionnaire. Je précise que le marguillier était le gestionnaire, l'administrateur des biens d'une paroisse. L'imposante église Saint-Féréol, qui à l'origine comportait 5 travées, 12 chapelles latérales et 25 fenêtres, sera menacée de destruction et elle ne sera sauvée in extremis que par la mobilisation de tous les habitants du quartier, au premier rang desquels François Clary. Mais celui-ci ne put pas empêcher l'exécution d'un projet d'urbanisme qui la défigura. Il faudra attendre 1874 pour qu'elle soit enfin restaurée dans un style Renaissance. Quand vint l'insurrection fédéraliste de 1793, François Clary se trouvera de nouveau dans une position délicate. Il sera inquiété aussi bien par les fédéralistes que par les gens de la Convention. Ses affaires périclitèrent alors et il mourut au milieu des angoisses de la terreur en janvier 1794, alors que la cité phocéenne subissait le joug implacable de l'ignoble Fréron qui faisait démolir sans état d'âme les édifices abritant les fédéralistes, dont l'église Saint-Féréol. C'est Fréron qui prit cette effarante décision qui fut placardée sur tous les murs de la ville. Le nom de Marseille sera changé, la Convention nationale sera invitée à lui donner un autre nom. Provisoirement, elle reste sans nom et portera cette dénomination. Et c'est ainsi que jusqu'au 12 février, les actes officiels auront comme en tête sans nom. À la mort de François Clary, Joseph vint au secours de la famille Clary, dont le fils Étienne était traduit devant le tribunal révolutionnaire, tandis que tous les biens des Clary étaient confisqués. Se servant d'Antoine Salicetti et de Robespierre, il parvient à faire relâcher Étienne, s'instituant son répondant auprès des autorités jacobines. 7 mois plus tard, Joseph épousait Julie, dont le cœur avait été touché par ses services et aussi par sa figure agréable et ses manières de gentilhomme. Quant à Joseph, il est peu probable qu'il soit vraiment tombé amoureux d'elle, car, je peux bien vous le dire, elle était plutôt laide, petite et sans grâce. Mais il désirait s'établir. Et il faut bien dire que la fortune des Clary, qu'il avait réussi à sauver, le tentait un tantinet. Il avait demandé la main de Julie à son père avant la mort de celui-ci, et le mariage fut donc célébré en pleine terreur en août 1794, après le 9 Thermidor, dans l'église Saint-Jean-du-Désert.
Bien que n'étant pas véritablement un mariage d'amour, ce fut un mariage heureux et le couple aura 3 filles. Peu de temps après leur mariage, Napoléon arrive à Marseille, où il est nommé inspecteur des côtes. Le fort Saint-Nicolas, flanquant l'entrée du Vieux-Port avec le fort Saint-Jean, date de Vauban et se trouve alors en pitoyable état. Sa valeur militaire est nulle, mais en cas de trouble, il pourrait tenir la ville en respect. En fait, c'est bien dans ce but qu'il avait été construit par Louis XIV en 1660. Aussi, dès sa prise de fonction, Napoléon écrit au ministre « Il est indispensable de remettre le fort Saint-Nicolas en état de défense, au moins contre les efforts de quelques malveillants. Il faudrait relever une des 3 enceintes. Je vais faire placer des canons pour maîtriser la ville. » Lorsque l'on est ambitieux et que l'on rêve de gloire militaire, que ne faut-il point faire? La lettre aussitôt arrivée à Paris, un courrier reprend le chemin de Marseille, portant ordre du comité de salut public de faire arrêter ce général par trop agité qui parle de canonner Marseille. Rapidement enfermé, il est tout aussi rapidement libéré sur ordre de Maximilien Robespierre. À Marseille, il fait la connaissance de la nouvelle famille de son frère Joseph Bonaparte. Le jeune Napoléon, qui a alors 18 ans, n'est semble-t-il guère attiré par les femmes, malgré une première expérience sous les arcades du Palais Royal avec une Nantaise qui exerçait le plus vieux métier du monde, parce qu'il fallait bien vivre. Les femmes, d'ailleurs, le lui rendent bien, car elles s'intéressent peu à ce petit officier tout maigre, dans son uniforme râpé, tout pâle, le regard taciturne et les dents noires. Ah, oui, depuis son enfance, en effet, il avait pris l'habitude de mâchonner du sucre de réglisse, dont il portera toujours une provision dans ses poches. Il faut ajouter à tout cela une tare honteuse, il était pauvre. Et c'est sans doute à cause de cela qu'il n'envisageait pas alors de relations sérieuses avec la gent féminine. En revanche, comme font les pauvres, pour avoir une femme à lui, il aspire depuis quelques mois à se marier. Il est très bien accueilli par Joseph et Julie, mais aussi par toute la famille Clary, dont la mère, Françoise Saumy, qui ne s'est toujours pas remise de la mort prématurée de son époux. Mais il est surtout touché et ému par la petite Désirée Eugénie, et sa grâce naturelle lui trouble la tête. En dépit de ses 16 ans, c'est presque une enfant, une petite fille encore, brune, avec des mains menues, une peau satinée, une physionomie souriante sur son visage poupin, petit nez retroussé, bouche fraîche au coin montant, yeux noirs et doux. Lorsque le jeune général entre dans le salon de sa mère, rue des Phocéens, elle lève vers lui un regard profond, et ce regard le touche. Il lui parle gentiment, mais pas comme on parle à une gamine, et elle lui est reconnaissante de s'adresser à elle comme à un adulte. Elle lui sourit, comme son regard, ce sourire plein de tendresse le touche, et il continue à lui parler, l'interroge sur sa vie à Marseille, sur ses goûts, sur ses rêves. Elle lui répond timidement, puis peu à peu s'enhardit. Sa voix chantante et très douce lui révèle une âme romanesque qui l'attendrit. Et à son tour, il se confie, lui parle de ses projets, de ses ambitions pour la France. Les joues mates de la petite Marseillaise se colorent alors. On peut dire que du premier jour qu'elle l'a vu, elle l'a admiré, elle l'a aimé. Certes, elle dissimule ses sentiments, mais il n'est pas dupe, et il est visiblement ému devant cet enfant qui le dévore du regard avec ses yeux magnifiques. Les jours suivants, il revient, rue des Phocéens, et il retrouve avec la même émotion la petite Désirée. Très vite, une complicité va naître entre eux. Elle est vive
et joyeuse comme toutes les petites filles de Marseille. L'expression tendre de ses traits, et peut-être surtout son air très chaste, réservé, et pourtant aguicheur, font de plus en plus vibrer son cœur. C'est une sensation étrange qu'il n'a jamais éprouvée jusque-là. Elle a pour nom amour, et c'est bien cela que les deux jeunes gens allaient éprouver bientôt l'un pour l'autre. La première lettre qu'il lui écrivit, alors qu'il se trouvait à Nice, à la suite de l'état-major, mérite selon moi d'être citée, même partiellement. La douceur inaltérable qui vous caractérise, l'heureuse franchise qui n'appartient qu'à vous, m'inspire, bonne Eugénie, de l'amitié. Mais, absorbé par les affaires, je ne devais pas penser que ce sentiment devait recevoir dans mon âme une cicatrice plus profonde. Étranger aux passions tendres, je ne devais pas me méfier au plaisir de votre société. Le charme de votre personne, de votre caractère, a gagné insensiblement le cœur de votre amant. Vous avez depuis lu dans mon âme. Vous m'avez même promis de l'amitié. Il est vrai que vous ne vous êtes pas moins éloigné de vos amis avec précipitation, mais de mon côté, le devoir m'entraîne à vous quitter. Vous ne serez donc pas surprise que je déjoue l'éloignement en vous épanchant mon âme. Il est nuit, tout promet les vents à la mer, et demain nous serons encore plus éloignés de 10 lieues. Je ne penserai que plus souvent à Eugénie, mais elle, dont l'âge et du sexe de l'inconstance, partagera-t-elle ma solitude, mes peines, mon amour? C'est par l'absence que les sentiments vacillent et les caractérisent. Eugénie est-elle tout entière à son amant? Alors je voudrais préciser, bien évidemment, que le sens du mot amant est celui donné au XVIIIe siècle. Toutefois, à Sainte-Hélène, Napoléon confiera au grand maréchal Bertrand avoir pris le pucelage de Désiré Clary. Enfin, quelques jours après sa première lettre, Désiré lui écrit aussitôt « Oh, mon ami, prends soin de tes jours pour conserver ceux de ton Eugénie, qui ne saurait vivre sans toi. Tiens-moi aussi bien le serment que tu m'as fait, comme je tiendrai celui que je t'ai fait. » Suivant en cela la mode du temps, Désiré avait voulu se rebaptiser, en quelque sorte, pour l'élu de son cœur, et ainsi porter pour lui seul un nom qui n'eût point été prononcé par d'autres lèvres, en l'occurrence Eugénie, son second prénom. Et, comme on l'a vu, dès la première lettre qu'il lui écrivit, Napoléon l'appellera Eugénie. Les nombreuses lettres retrouvées entre les deux jeunes gens, toutes brûlantes d'amour, un manuscrit de la main de Napoléon et divers témoignages démontrent amplement qu'il a sincèrement aimé Désiré Clary et que celle-ci l'aima passionnément. Les fiançailles furent d'ailleurs très vite célébrées. Nulle opposition ne se manifesta chez les Clary, bien au contraire. La mère, comme le frère de Désiré, était ravie, même si le jeune homme, un tantinet emprunté, semblait bien miteux et sans grand avenir. Cependant, alors que son aîné n'avait toujours pas de situation bien établie, contre toute attente, le grand destin de Napoléon commença à se dessiner lentement. À Gênes, où il se rendit en janvier 1795 pour recouvrer les créances de son beau-père, Joseph apprit avec surprise la soudaine fortune de son frère Napoléon, nommé général en chef de l'armée de l'intérieur. Ce fut une grande joie chez les Clary, et tout particulièrement sans doute chez Désiré. Le jeune général, qui faisait plus pitié qu'envie, devenait désormais un Bonaparte, un bon parti. On peut noter pour la petite histoire que le nom de Bonaparte,
originaire d'Italie, servait au XIIIe siècle à désigner les familles qui, dans la guerre opposant les Guelfes aux Gibelins, avaient pris le parti du pape, considéré comme le bon parti, Bonaparte. Au printemps de cette même année 1795, Napoléon revoit Désiré à Marseille et à Montredon, où se trouve la Bastide des Clary. Mais le service l'oblige à voyager et il ne peut consacrer tout son temps à Désiré comme il le voudrait. Elle est toutefois compréhensive, ou fin de lettre. « Va, mon ami, je ne veux point te distraire de tes devoirs, mon cœur t'accompagne. » Et à nouveau, ils s'écrivent. Des lettres, longues, passionnées, vibrantes. Comme elle semble craindre que l'éloignement n'amoindrisse son amour, il lui écrit le 11 avril. « Je reçois à l'instant ta lettre du 13 Germinal qui m'a fait le plus tendre plaisir. J'ai reconnu à chacune de tes paroles mes propres sentiments, mes propres pensées. Je n'ai pas cessé de t'avoir présente à ma mémoire. Ton portrait est gravé dans mon cœur. Je n'ai jamais douté de ton amour, ma tendre Eugénie. Pourquoi te vient-il à l'esprit que je puisse jamais ne plus t'aimer? Je pars à l'instant pour Tarascon, d'où je t'écrirai ce soir plus en détail. Il est 4 heures de l'après-midi. À toi pour la vie. » Napoléon, dans l'une de ses lettres futures, parlera de promenades où l'amour nous unissait sans nous contenter. Devenir la citoyenne Bonaparte, c'était désormais le souhait le plus ardent de Désiré, même si elle n'ose pas, semble-t-il, l'exprimer clairement. Napoléon désire aussi le mariage, et même le plus tôt possible, d'autant plus que, même s'il est général, sa situation financière ne s'améliore guère, et avec ses bottes éculées et ses 2 aides de camp faméliques, il n'attire guère les regards et fait autant pitié qu'autrefois. De surcroît, ce petit général célibataire et dont on ne connaît aucune liaison féminine est observé d'un œil goguenard par les camarades de son rang. Employé par le comité de salut public au plan de campagne, il sent combien cette place est précaire et instable. Désiré peut seul l'en tirer, non pas seulement pour des raisons de gros sous, mais aussi pour lui assurer un statut social convenable. En mai, il décide de partir à Paris avec son frère Louis, en s'adjoignant, comme aide de camp et de sa propre autorité, Junot et Marmont. Avec l'appui de Ricord, il espère recevoir un poste plus adapté à ses ambitions. Le 8 mai, sitôt après son départ pour la capitale, Désiré se précipite sur son écritoire et lui écrit ces lignes. « Chaque instant me perce l'âme. Il m'éloigne du plus chéri des amis. Mais tu es toujours présent à mon cœur. Mon imagination croit te voir dans tous les chemins où je passe. Ta pensée me suit partout. Ô mon ami, puissent tes serments être aussi sincères que les miens, et puisses-tu m'aimer autant que je t'aime. Il y a 1 heure que tu es parti. Elle paraît autant de siècles. Recevoir de tes nouvelles et l'assurance que tu m'aimes, voilà ce qui peut me faire supporter une si longue absence. Cependant, la Durance ayant débordé, Napoléon a dû s'arrêter à Avignon, où il loge à l'hôtel du Palais. Il écrit alors à Désiré. « J'arrive à Avignon bien affligé à l'idée de devoir être si longtemps loin de toi. La route m'a paru bien maussade. L'espérance que ma bonne Eugénie pensera souvent à son bon ami et lui conservera les sentiments affectueux qu'elle lui a promis peut seule alléger ma peine et rendre ma situation supportable. Je ne recevrai point de tes lettres avant Paris. Cela hâtera ma route le plus possible. Fais en sorte que j'en reçoive au moins dès l'instant que je serai arrivé. Adieu, ma bonne et tendre amie, souvenir et amour, par celui qui pour la vie est à toi. » Et il lui rappelle son adresse au général Bonaparte, commandant l'artillerie de l'armée de l'Ouest,
actuellement à Paris, poste restante. Arrivé dans la capitale, il confie à Junot: les passions violentes font de grands bouleversements dans l'esprit. Pour moi, je ne me reconnais plus depuis que j'ai quitté Marseille. Mon humeur a changé, je suis comme à la croisée des chemins. La correspondance se poursuit, plus ardente que jamais, et de plus en plus en quête d'un statut social convenable, Napoléon lui reparle avec insistance de mariage. Il pousse même la mère et le frère de Désirée, de qui elle dépend, afin d'obtenir une réponse ferme et définitive. Mais Désirée, si elle souhaite sincèrement le mariage, semble un peu effarouchée par tant de hâte et attend sans doute de plus longs et doux préliminaires. Elle s'inquiète de sa santé et lui demande son portrait. Ce sera une grande consolation pour ton ami. Il lui répond, fait peindre un petit portrait de lui et l'envoie à Joseph en lui disant « Tu ne lui donnerais, si elle le désire encore, sans quoi tu le garderas pour toi. » Partie avec sa mère et sa sœur pour Gênes, elle tarde à donner de ses nouvelles. Elle devient alors la silencieuse, à laquelle il reproche sans cesse de ne point écrire. À Joseph, il se plaint également de ce silence. Il faut, pour arriver à Gênes, que l'on traverse le fleuve l'été, car Désirée ne m'écrit plus. Son frère semble esquiver ces questions, et cela l'exaspère. « Je crois que tu as fait exprès de ne pas me parler de Désirée. Je ne sais pas si elle vit encore. » Lui, qui, durant toute sa vie, fut un impatient viscéral, demanda à présent à Joseph d'intervenir auprès du frère de Désirée, concluant sa missive par un péremptoire « Fais-moi parvenir le résultat et tout est dit. » Le lendemain, sans attendre que sa lettre ait pu parvenir à Joseph, il en écrit une seconde. « Il faut, écrit-il, que l'affaire finisse ou se rompe. J'attends la réponse avec impatience. » C'est alors que, toujours enclin à confier au papier ses sentiments, il commence à rédiger, sous la forme d'une nouvelle, l'histoire remaniée et arrangée de son idylle. Il l'intitulera « Clisson et Eugénie ». Clisson, c'est lui, bien entendu, mais c'est lui dans quelques années, glorieux par maintes actions d'éclat et adulé par les gens. Clisson épouse Eugénie, mais il doit la quitter aussitôt après les noces pour partir à la tête d'une armée. Blessé au cours d'une bataille victorieuse, il annonce à sa femme, par l'intermédiaire de l'un de ses jeunes officiers, qui tombe aussitôt amoureux d'elle et lui fait la cour. Succombe-t-elle au charme du bel officier? Le doute s'installe dans l'esprit de Clisson, car elle ne lui écrit plus. Désespéré, ne pouvant supporter cet abandon, il lui écrit au plus fort d'une bataille ces quelques lignes pathétiques. « Adieu, toi que j'avais choisi pour l'arbitre de ma vie. Adieu, la compagne de mes plus beaux jours. J'ai, à 26 ans, épuisé les plaisirs éphémères de la réputation, mais dans ton amour, j'ai goûté le sentiment suave de la vie de l'homme. Le souvenir déchire mon cœur. Puisses-tu vivre heureuse, ne pensant plus au malheureux Clisson. » Ayant confié sa lettre à un aide de camp, il se jette tête basse dans la mêlée et expire percé de 1000 coups. Ce petit roman singulier dramatise à l'excès l'inquiétude que le mutisme de Désirée a pu faire glisser sur lui. Pourtant, au fond, Napoléon ne doute guère d'elle. Il est toujours persuadé qu'il finira par l'épouser après quelques tergiversations de sa part, car elle l'aime sincèrement. Toutefois, lorsque la réponse tant attendue de Désirée arriva, il semblerait qu'il ait alors oublié la petite fille de Marseille et ne s'intéressait plus qu'aux Parisiennes. Redoutable Parisienne. Les femmes qui sont ici sont les plus belles du monde et deviennent la grande affaire, écrit-il alors. Elles règnent par la beauté, le caprice, le désir, l'intrigue.
elles sont partout, confie-t-il à Joseph, au spectacle, aux promenades, aux bibliothèques, dans le cabinet du savant, où vous voyez de jolies personnes. Ici seulement, de tous les lieux de la terre, elles méritent de tenir le gouvernail. Aussi, les hommes en sont-ils fous? Mais c'est surtout une jeune personne qui lui fit oublier sa petite Marseillaise. Une jeune personne qui porte un nom qui évite les explications superflues. Joséphine de Beauharnais, qu'il avait rencontrée par l'entremise de Paul Barras, l'homme fort du directoire, et qui avait sans doute plus d'affection pour lui que d'amour. Cette mondaine accomplie, née à la Martinique, mariée trop jeune avec Alexandre de Beauharnais, général en chef de l'armée du Rhin, guillotiné sous la Terreur, a entrepris sa conquête depuis le jour où son ami, l'ancien ambassadeur en Russie, le marquis de Ségur, lui a dit « Ce petit général pourrait bien devenir un grand homme ». Elle lui parle de politique et se préoccupe de sa carrière, le conseille, lui présente des gens qui pourraient lui être utiles. Il en est infiniment touché et la trouve de plus en plus désirable. Il finit même par aimer tout ce qui l'entoure, même Fortuné, son roquet-roux, qui la suit partout et marque pourtant une aversion manifeste à son égard. Pour plaire à Joséphine, il essaie de plaire à Fortuné. Dans le même temps, le visage de la petite Marseillaise pâlit dans sa mémoire. Et à son tour, ce fut à désirer d'attendre. Plus aucune lettre ne lui parvenait de lui, et ce silence persistant, après tant de déclarations enflammées, commença à l'inquiéter. Ses inquiétudes étaient justifiées. Ce qui devait arriver arriva. Le 9 mars 1796, 19 Ventose en 4, à la mairie de la rue d'Antin, Napoléon épousait Joséphine de Beauharnais en présence de 3 témoins, Barras, Talma, le célèbre tragédien, et Camelet, l'homme d'affaires de la future Madame Bonaparte. On notera que le futur marié se fit longuement attendre, si longuement attendre que derrière sa table, le maire Leclerc s'endormit. Après 2 bonnes heures d'attente, on se posa évidemment des questions. Bonaparte avait-il oublié son mariage? Ou avait-il renoncé? Barras s'impatiente, Talma plaisante, mais Joséphine, le menton dans sa main, semble désemparée. Enfin, le petit général paraît, un peu essoufflé, suivi de Lemarois, son aide de camp. Il salue, s'excuse à peine et secoue Leclerc par l'épaule. « Allons, monsieur le maire, dépêchons, mariez-nous !» Faute d'explication, je suis personnellement persuadé que Bonaparte, en songeant soudain à la petite Marseillaise, fut pris de remords et hésita longuement, très longuement, avant de se décider et de se rendre à son mariage. 2 jours après, Bonaparte quitte précipitamment la jeune mariée, monte en chaise de poste avec Junot, Louis et l'ordonnateur Chauvet et galope vers l'Italie, avide d'une gloire qu'il sent à portée de main. Désiré apprit la terrible nouvelle, je veux parler du mariage de son fiancé, que quelques jours plus tard, de la bouche de sa sœur Julie. Mais elle garde le silence, jusqu'au jour où, le cœur trop lourd, une plainte s'éleva d'elle, si douce, si tendre, qu'on a pu dire qu'elle sonnait aux oreilles comme une harpe qu'on brise. En témoignent 2 ou 3 lettres qu'elle écrivit alors à son amour infidèle. Vous m'avez rendue malheureuse pour toute ma vie, et j'ai encore la faiblesse de vous tout pardonner. Vous êtes donc mariée. Il n'est plus permis à la pauvre Eugénie de vous aimer, de penser à vous. À présent, la seule consolation qu'il me reste est de vous savoir persuadé de ma constance. Après quoi,
je ne désire que la mort. Cette lettre, que ses larmes ont dû tacher, Napoléon la recevra en Italie, après l'une de ses premières victoires. Et dans une autre lettre, avec une grande générosité, elle lui souhaite toutes sortes de bonheur et de prospérité dans votre mariage, et conclut ainsi « Tout ce que je désire, et que la femme que vous avez choisie vous rende aussi heureux que je me l'étais proposé et que vous méritez. Mais, au milieu de votre bonheur, n'oubliez pas Eugénie et plaignez son sort. » Mais en fait, Napoléon ne lira ces lettres que bien plus tard, après la campagne d'Italie, au cours de laquelle il ne livrera pas moins de 6 batailles et fit 12 000 prisonniers. Ensuite, il partit pour l'Égypte et, à son retour, pourtant peu glorieux, il sera accueilli par toute la France comme le sauveur de demain. Joséphine découvrira alors, très surprise, qu'elle a épousé un grand homme. Le marquis de Ségur ne s'était pas trompé. De l'admiration à l'amour, dira Stendhal, il n'y a qu'un pas. Joséphine l'a alors franchi. Bonaparte, cependant, a lu depuis et relu plusieurs fois les lettres de Désirée. Et il a pris conscience de sa cruauté envers elle. Le souvenir de cet amour qui l'avait inspiré le hanta. Sans y penser, sans doute, il avait brisé ce cœur de jeune fille, ce cœur d'enfant, et toute sa vie, incapable d'oublier, il s'efforcera de se racheter et de se faire pardonner pour cet abandon. Alors, dès 1797, il songe à la bien marier, et, par l'intermédiaire de Joseph, alors ambassadeur auprès du pape Pie VI, lui présente un très brave homme, un officier distingué, le général de brigade Léonard Dufaux. Mais celui-ci est tué par les soldats du pape dans le palais de l'ambassadeur de France le 28 décembre, et la robe de Désirée est couverte de son sang. Le malheur semble s'acharner sur elle. Pourtant, après plusieurs mariages refusés, elle finit par épouser, en août 1798, à Sceaux, le général Jean-Baptiste Bernadotte, que Napoléon couvrira de titres et de privilèges et fera prince héritier de Suède. Ce qui est particulièrement cocasse quand on pense que Bernadotte avait autrefois, en un temps où il était farouchement républicain, fait tatouer sur sa poitrine la phrase « Mort au roi ». C'est la raison pour laquelle, dès son accession au trône de Suède, il refusera systématiquement d'être ausculté par un médecin tout le reste de sa vie. À ses proches, Napoléon confiera beaucoup plus tard « Si Bernadotte a été maréchal de France, prince de Pontecorvo et roi, c'est son mariage qui en est la cause. » Et d'ajouter en soupirant « Ces écarts pendant l'Empire lui ont toujours été pardonnés à cause de ce mariage. » Le mot « écart » est un doux euphémisme. Quand on songe en effet que Bernadotte, dès le 18 Brumaire, s'opposa à Napoléon, qu'il fit partie des conjurés dans l'affaire Moreau et qu'il se mettra d'accord avec la Russie contre lui. Lors de la campagne de France en 1814, Bernadotte commandera l'armée du Nord et envahira son ancienne patrie en passant par la Hollande et la Belgique. Sans être déterminant, je pense que son rôle a été très important dans la déroute de l'armée française. Certains parleront alors de lui comme du futur roi de France. Ce ne sera pas le cas, mais il obtiendra la Norvège en janvier 1814 en récompense de ses services, et en février 1818, il succédera à Charles XIII sous le nom de Charles XIV, roi de Suède et de Norvège. Beau parcours, reconnaissez-le, pour l'ancien sergent républicain Bellejambe, qui fut l'unique maréchal d'Empire traversant la Révolution et l'Empire,
pour finir sur un trône. Et tout cela, il faut bien le dire, grâce à son mariage avec la petite Marseillaise. Napoléon, empereur, multipliera les attentions envers Désirée, lui réservant par exemple, après Erfurt, l'une des 3 magnifiques pelisses que l'empereur de Russie venait de lui offrir. À toutes occasions, bien qu'elle ne paraissait guère à la cour, car elle détestait Joséphine de Beauharnais et ne s'en cachait pas, c'était de la part de l'empereur des présents rares et précieux, vases de Sèvres ou tapisseries des Gobelins. Lorsque Désirée eut un fils, en juillet 1799, elle demanda aussitôt à Napoléon qu'il en soit le parrain, comme par vengeance contre celle qu'elle appelait la vieille, la Joséphine, qu'elle haïssait et qui n'avait pas encore donné de fils à son époux. Napoléon accepta le parrainage, malgré l'opposition de Joséphine, et c'est lui qui donna à l'enfant le prénom d'Oscar. Napoléon pensa aussi au Clary et à Marseille en 1808, lorsqu'il mit en résidence plus ou moins surveillée Charles IV d'Espagne dans la propriété des Clary qui s'appelle depuis le château du roi d'Espagne, au pied de la lumineuse chaîne rocheuse de Marseille-Vert, où on peut imaginer qu'il s'était souvent promené avec Désirée. En janvier 1811, lorsque Bernadotte devint prince héritier de Suède, Désirée s'installa à Stockholm avec son fils. Mais au bout de 5 mois, elle retourna seule à Paris. Les relations entre la France et la Suède étant au bord de la rupture et Bernadotte s'alliant à la Russie contre la France, Napoléon tenta prudemment de la dissuader de demeurer dans la capitale, car ce n'était pas convenable. Mais la petite fille de Marseille, qui en son fort intérieur ne digéra jamais la trahison de son bien-aimé, ne l'écouta pas et demeurera à Paris, même lorsque la guerre éclata, et elle continua à recevoir ses amis dans son salon et à commander des robes chez le grand couturier, le roi. À Paris, elle retrouva sa sœur Julie, dont le mari avait perdu, après celle de Naples, la couronne d'Espagne, et devait se contenter de titre de roi Joseph sans couronne. Julie lui avoua qu'elle se sentait bien soulagée, elle qui, devenue reine lorsque Joseph fut porté par la grâce de Napoléon sur le trône de Naples, avait répondu à ceux venus la complimenter « Je ne sais qui est la plus heureuse, de celle qui descend du trône ou de celle qui y monte. » Elle préféra toujours aux fastes et aux amusements des cours royales la vie simple à Mortefontaine, où Joseph acheta une propriété en 1798, les soins de son intérieur et les visites de charité. Désirée et Julie restèrent toujours très liées. Et lorsqu'elles étaient ensemble dans la capitale, elles évoquaient d'abord, avec émotion et nostalgie, leur enfance marseillaise. Et leurs larmes se mêlaient à leur rire, aux souvenirs de tous les moments heureux. Contrairement à ce que pensent certains historiens, je reste persuadé pour ma part que Désirée resta à Paris, non pas pour servir d'intermédiaire, comme on l'a dit, entre son mari, Fouché et Talleyrand, qui préparait activement l'après-Napoléon, mais parce qu'elle aimait Paris et la France, et pour ne pas quitter sa sœur Julie, ses nièces et ses habitudes. Certes, on peut s'étonner que le 17 juin 1815, à la veille de Waterloo, elle commanda encore une amazone de Nankin et un peignoir en percale. La raison en est pourtant simple. Si 20 ans plus tôt, Napoléon avait oublié la petite fille de Marseille pour les Parisiennes, à présent c'était elle, Désirée Clary, qui avait oublié celui qu'elle avait tant aimé. Désirée Clary ne revint en Suède qu'en 1823 pour assister au mariage de son fils. Et c'est alors qu'elle fut couronnée
reine de Suède et également de Norvège. Son mari, Jean-Baptiste, était roi de Suède, comme on l'a vu, depuis février 1818. Elle devint donc reine sous le nom de Désidéria. À la mort de son époux, le 8 mars 1844, son fils accéda au trône sous le nom d'Oscar Ier. Quelle extraordinaire destinée que celle de cette petite fille de Marseille, qui n'était pas très jolie, elle était mignonne, mais pas extrêmement jolie, mais qui possédait tant de grâce. Désirée mourut paisiblement le 17 décembre 1860 à Stockholm, dans sa 84e année. À Marseille, l'émotion fut grande à l'annonce de sa disparition, même si les Marseillais regrettaient qu'elle ne soit jamais revenue dans sa ville natale. Napoléon III régnait alors sur la France et s'efforçait de se rendre populaire dans la cité phocéenne en favorisant le développement de l'activité portuaire et commerciale et en lançant de gigantesques travaux d'urbanisme qui transformeront complètement l'aspect de la ville. Mais il se heurtait néanmoins à la même hostilité de la part de la population que son oncle 50 ans plus tôt. Le 20 décembre, le préfet Besson, lors d'une réception au Palais de la Bourse qui avait été inaugurée 3 mois plus tôt par le couple impérial, évoqua les grands moments du Premier Empire et rendit hommage à la petite fille de Marseille qui venait de s'éteindre en Suède. Monseigneur de Mazenot, l'évêque de Marseille, célébra une messe à la mémoire de la défunte à l'église Saint-Féréol et rappela que son père fut marguillier de cette paroisse. Selon certains témoignages, quelques jours avant sa mort, avec des sanglots dans la voix, la vieille dame aurait évoqué Marseille, sa chère ville natale, qu'elle ne revit jamais, et ses longues promenades à Montredon, avec celui qui fut son premier grand amour, et peut-être le seul de sa vie, même si en 1815, nous l'avons vu, elle semblait l'avoir définitivement chassé de sa mémoire. Mais pouvait-on oublier un homme tel que ce héros monstre, pour reprendre l'expression de Winston Churchill, dont on s'accorde aujourd'hui pour dire qu'il ne fut pas avare du sang des Français? Pourtant, notre héros monstre fut, semble-t-il, dans la vie courante, pour ceux qui le connaissaient bien, un homme simple, généreux et attachant, qui avait l'espièglerie d'une enfant. Parmi les nombreux témoignages élogieux qui nous sont parvenus, c'est celui-ci qui m'a toujours le plus surpris. Il fut l'un des êtres les plus merveilleux que le monde ait produit. Cette phrase n'a pas été écrite par une femme, non, comme on pourrait le penser, mais par un Anglais, le très austère major Anthony Emmet, commandant le détachement du génie stationné à Sainte-Hélène de 1816 à 1821. Alors, Désirée Clary, on peut dire qu'elle emporta avec elle les secrets de ses sentiments réels envers le petit général corse de sa jeunesse, qui brisa son cœur et la fit reine. Ce qui est certain, c'est que la petite fille de Marseille à l'incroyable destinée est à l'origine de l'actuelle dynastie suédoise et des familles princières qui se trouvent encore aujourd'hui sur le trône de Norvège, du Danemark, de Belgique et du Luxembourg. Et que sa mère, Françoise Rose Saumy, peut prétendre, au même titre que la reine Victoria, au surnom de grand-mère de l'Europe. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup.